L'acide lactique pour les buses, ou comment parler de l'acide lactique sans se déchirer. La contraction musculaire nécessite de l'énergie. L'ATP est une molécule intervenant dans la quasi-totalité des mécanismes nécessitant de l'énergie. L'ATP possède 3 groupements phosphate. La rupture d'une liaison phosphate libère de l'énergie. L'ATP devient alors de l'ADP. La transformation de l'ATP en ADP libère de l'énergie qui peut être utilisée pour la contraction musculaire. Résumons et simplifions. L'ATP est une molécule au contenu énergétique relativement élevé. L'ADP au contenu énergétique relativement faible. On peut assimiler la molécule d'ATP à une pile rechargée, dont l'énergie peut être utilisée pour la contraction musculaire. Ce stock de piles étant limité, il convient de recharger rapidement ces piles pour permettre à nouveau la contraction. Mais comment se fait la synthèse d'ATP à partir d'ADP? Comment se fait le rechargement de ces piles vides? Cette synthèse d'ATP à partir d'ADP nécessite cette fois-ci de l'énergie. Cette énergie provient de la dégradation des lipides et glucides au cours de transformations chimiques. Lipides et glucides sont donc les deux carburants à l'effort. Ils présentent des propriétés bien différentes. Le stock de glucides est limité, principalement sous forme de glycogène dans le foie, les muscles, et glucose dans le sang. Il ne représente que 600 grammes environ. En revanche, le stock de lipides est très important. 8 kg de graisse sous la peau, entre les viscères, dans les muscles. De plus, les molécules de lipides sont plus riches en atomes de carbone que les molécules de glucides. La dégradation complète de ces molécules, en CO2 et en eau, libère donc plus d'énergie que celle des glucides. Réservoir important. Dégradation des molécules, plus riches en atomes de carbone, on peut considérer que les réserves en lipides sont quasi illimitées. Ce graphique montre la quantité de glucides et lipides utilisés selon l'intensité de l'effort. On voit bien que pour un effort peu intense, type séance pépère, à 60% de la VO2 max, l'athlète pioche dans les glucides, mais surtout dans les lipides. En revanche, lorsque l'intensité de l'effort augmente, la part des glucides ne cesse d'augmenter aussi. Pour des efforts au-delà de 90%, il n'y a plus que des glucides utilisés. Mais pourquoi les glucides permettent-ils un effort plus intense? Pourquoi, lorsque les réserves en glucides sont épuisées, l'utilisation des lipides impose-t-il une baisse de vitesse? Ce fameux mur sur marathon. Eh bien, en fait, le débit maximal de production d'ATP, occasionné par la dégradation des glucides, est plus élevé que celui des lipides. C'est-à-dire que la dégradation des glucides produit plus d'ATP par unité de temps. De plus, la dégradation des glucides nécessite moins de dioxygène. Or, le dioxygène est un facteur limitant à l'effort. L'effort peut donc être plus intense en utilisant des glucides. Vous n'avez rien compris. Si vous préférez, la dégradation des lipides peut recharger un grand nombre de piles, mais lentement, quasiment une par une. Le muscle dispose donc de peu d'énergie en même temps et ne peut donc fournir un effort intense. Alors que la dégradation des glucides peut recharger plusieurs piles en même temps. Mais le stock de glucides ne permet pas de recharger beaucoup de piles. Les réserves énergétiques sont faibles. Tout l'art, lors d'une épreuve longue, est donc d'adopter une vitesse qui n'impose pas une utilisation trop importante des glucides, afin de ne pas épuiser ces faibles réserves et d'être contraint de tourner au ralenti. En effet, à partir d'une certaine valeur, le cerveau décide qu'il est trop dangereux de continuer à utiliser cette source de carburant. En effet, le cerveau est un consommateur de glucides exclusif.
Focalisons-nous sur les glucides. Quelles transformations chimiques permettent de produire de l'énergie à partir des glucides? Pourquoi y a-t-il production d'acide lactique? On distingue un premier ensemble de transformations chimiques appelé la glycolyse. Au cours de cette glycolyse, une molécule de glucose, constituée de 6 atomes de carbone, est transformée en 2 molécules identiques, constituées de 3 atomes de carbone. Cette molécule a pour nom barbare le pyruvate. La glycolyse permet aussi de produire de l'ATP. Bien que cette glycolyse produise peu d'ATP, 2 à 3 selon les molécules, le débit maximal de production d'ATP est élevé. Si vous préférez, la glycolyse peut régénérer de l'ATP rapidement, notamment parce que la vitesse de ces réactions chimiques est très élevée. En conservant notre analogie, on peut dire qu'elle peut recharger un nombre de piles important en un court laps de temps. La glycolyse présente aussi la particularité de pouvoir s'effectuer sans dioxygène. Pour ces raisons, la glycolyse est fortement sollicitée pour des efforts intenses et courts. Mais la glycolyse s'accompagne aussi d'une production d'ion H+. Or, la libération d'ion H+, dans la cellule contribue à accroître l'acidité de cette cellule. L'acidité peut s'évaluer grâce à la détermination du pH. Le pH dans le muscle au repos est d'environ 7,4. Lorsque le pH sanguin diminue, on parle d'acidose. L'excès d'ion H+, dans la cellule, altère la contraction musculaire et la production d'ATP. Le pH doit donc varier très peu. Mais quel est le devenir du pyruvate? Eh bien, il peut être transformé en un composé à 2 atomes de carbone. Allez, je vous donne le nom, mais on s'en tape, l'acétyl-CoA. Sous cette forme, il va alors être incorporé dans une cascade de réactions appelée le cycle de Krebs. À chaque tour de cycle, notre acétyl-CoA s'associe avec une molécule à 4 carbones pour donner une molécule à 6 carbones. Au cours des réactions, une première molécule de CO2 est libérée, puis une deuxième. On retrouve alors à nouveau notre molécule à 4 atomes de carbone, susceptible d'incorporer de l'acétyl-CoA. Acétyl-CoA issu bien sûr de la glycolyse. Au cours de ce cycle, il y a production d'ATP, mais aussi d'une grande quantité d'ion H+. Glycolyse, cycle de Krebs, produisent des ions H+. Mais alors, comment expliquer que l'acidité ne devienne pas rapidement trop importante dans le muscle? En fait, il existe des transporteurs spécifiques des ions H+. Ils transportent ces ions pour qu'ils soient impliqués dans une cascade de réactions complexes appelée chaîne respiratoire. À la fin de cette chaîne, les ions H+, se combinent à l'oxygène pour former de l'eau, ce qui limite l'acidification. Finalement, glycolyse et cycle de Krebs produisent assez peu d'ATP de façon directe. La majeure partie de l'ATP est produite par le transfert des ions H+, à la chaîne respiratoire. C'est un peu pointu, mais vous allez enfin comprendre pourquoi il est nécessaire d'aller jusque-là, et quelles sont les applications concrètes. Nous avons mentionné que la glycolyse comprend un ensemble de réactions dont la vitesse est beaucoup plus rapide que les autres réactions chimiques, cycle de Krebs, chaîne respiratoire. Par conséquent, le pyruvate s'accumule et doit attendre son tour pour être incorporé dans le cycle de Krebs. On peut faire l'analogie avec un manège représentant le cycle de Krebs. Ce manège tourne lentement et prend les produits de la glycolyse un par un. Plus la glycolyse est sollicitée, et c'est le cas lors d'un effort intense où il faut recharger des piles très rapidement, plus il va y avoir embouteillage à l'entrée du manège. Pour les ions H+, c'est le même problème. Lorsque l'effort est intense et la glycolyse sollicitée pleinement,
tous les transporteurs de H+, sont utilisés. Les ions H+, ne peuvent être transférés et utilisés par la chaîne respiratoire. De plus en plus nombreux, ils augmentent l'acidité de la cellule musculaire. Là encore, il est possible d'imaginer un ascenseur très lent qui serait la chaîne respiratoire. Plus la glycolyse est sollicitée, plus il y aura d'ions H+, qui ne peuvent être pris en charge dans la cellule, et plus l'acidité sera élevée. Pour ce pyruvate, pris dans un embouteillage, à l'entrée des mitochondries, petit compartiment cellulaire où s'effectuent cycle de Krebs et chaîne respiratoire, il existe une voie de secours. En effet, le pyruvate peut réagir avec des ions H+, fournis par des transporteurs, pour donner de l'acide lactique. Molécule à 3 atomes de carbone, comme le pyruvate, mais avec 2 atomes d'hydrogène en plus. Mais dans les conditions du milieu, l'acide lactique restitue rapidement un ion H+, pour devenir du lactate. L'acide lactique se retrouve en fait dans la cellule à 99,9% dissocié en lactate et en ion H+. Par conséquent, une part du pyruvate, issue de la glycolyse, même pour un effort peu intense, se transforme en lactate. En fait, la production de lactate n'est due qu'à la différence de vitesse qui existe entre la glycolyse et les autres réactions. On peut faire à nouveau notre analogie. Vous avez ce pyruvate qui est à l'entrée du manège et qui se pose la question, on fait quoi en attendant? Eh bien, on se transforme en acide lactique qui, dans les conditions du milieu, se transforme en lactate. Et oui, là on commence à taper dans le dur. Là, on va pouvoir faire sauter des croyances. Par exemple, contrairement aux croyances, il y a production dans le muscle, dès le début de l'effort, de lactate. Toute vitesse produit du lactate, même lors d'une séance pépère. Une part du pyruvate se transforme en acide lactique. Et plus l'intensité de l'effort augmente, plus les glucides sont utilisés, plus la glycolyse est sollicitée, et plus il y a embouteillage, et donc production de lactate. Dans le muscle, cette production de lactate est proportionnelle à l'intensité de l'effort. Et oui, il n'y a pas d'intensité d'effort à partir de laquelle le muscle se retrouve sans dioxygène et se met à produire du lactate. Le terme de filière anaérobie n'est donc pas vraiment justifié. Le muscle n'est jamais véritablement placé en anaérobie, c'est-à-dire sans dioxygène. Mais que devient ce lactate produit? Premièrement, le lactate peut se transformer à nouveau en pyruvate lorsque l'intensité de l'effort diminue et être incorporé à nouveau dans le cycle de Krebs. Mais surtout, il peut être exporté hors de la cellule vers d'autres organes via le sang. Le lactate et les ions H+, en excès, sont co-transportés hors de la cellule grâce à des canaux. Où vont-ils? Eh bien, ils peuvent se retrouver dans le foie ou les reins, où il peut y avoir resynthèse de glucose à partir d'acide lactique. Ils vont aussi se retrouver dans le cœur, où l'acide lactique peut être transformé à nouveau en pyruvate et être utilisé comme source d'énergie. À l'effort, le lactate constitue un pourcentage important de l'apport énergétique du cœur. Les fibres des muscles moins sollicités ou au repos peuvent aussi utiliser ce lactate. Par exemple, les muscles de l'avant-bras, dans un exercice sollicitant les jambes, utilisent ce lactate pour produire de l'énergie. Une grande partie du lactate est éliminée de cette façon. On comprend là l'intérêt d'une récupération active. Récupération active qui ne doit pas nécessairement solliciter les mêmes groupes musculaires que ceux du sport pratiqué. Plus la masse musculaire sollicitée est importante, plus la récupération active s'avère efficace. Cette récupération active ne présente un intérêt que lorsqu'il s'agit
de répétition d'efforts de forte intensité dans un délai inférieur à 1 heure. Au-delà, le délai de repos est largement suffisant pour un retour à la normale de façon passive. À nouveau, des croyances sautent. L'évolution du lactate est corrélée à l'évolution de l'acidité, ce qui en a fait pendant de longues années le mal-aimé. Il n'est pourtant pas la cause de cette acidité. Il a même un rôle positif à l'effort. Grâce à lui, l'énergie, au lieu d'être accumulée dans une fibre musculaire dont l'acidité ne permet plus un fonctionnement correct, peut être exploitée dans d'autres lieux, comme les autres muscles actifs ou le cœur. Aussi, la mesure du lactate s'effectue dans le sang. Or, le taux de lactate n'est qu'une différence entre production, par les muscles actifs, et élimination, par d'autres organes. Le sang n'est qu'une zone de transition pour le lactate. Le taux de lactate dans le sang n'est donc pas un reflet fidèle de l'intensité de la glycolyse. D'ailleurs, si la concentration de lactate dans le muscle augmente de façon linéaire et proportionnelle à l'effort, la concentration de lactate dans le sang augmente de façon exponentielle. Mais que signifie alors cette brusque augmentation, appelée seuil lactique? Le seuil lactique signifie juste l'intensité d'exercice à partir de laquelle la production de lactate dépasse l'élimination. La concentration en lactate sanguin augmente alors fortement. Ce point déterminé mathématiquement ne correspond pas à une intensité d'effort à partir de laquelle le muscle se retrouve sans dioxygène et se met à produire du lactate. Il y a production de lactate avant cette valeur. Le terme de filière anaérobie et de seuil anaérobique n'est donc pas justifié. Encore une fois, le muscle n'est jamais véritablement placé sans dioxygène. Le lactate est innocent. C'est l'excès d'ion H+, qui diminue le pH et altère la contraction musculaire. Mais que deviennent ces ions H+, en excès? Comment limite-t-on l'acidose? Dans le muscle, lorsque les transporteurs d'ions H+, sont tous sollicités, comme par exemple sur un D-borne, des molécules tampons peuvent limiter l'acidose en se fixant à ces ions. Les molécules tampons tamponnent ou neutralisent les ions H+. On peut faire l'analogie à des meubles qui seraient dans la cellule et pourraient stocker ces ions H+, afin qu'ils n'augmentent pas l'acidité. Les ions H+, sont aussi exportés hors de la cellule, avec le lactate, comme nous l'avons vu précédemment. Dans le sang, les ions H+, vont être notamment tamponnés par les ions bicarbonate. Cette substance tampon transporte les ions H+, de leur lieu de production, les muscles, vers les poumons ou les reins. Au niveau des poumons, l'acide carbonique se dissocie en eau et dioxyde de carbone, où il est évacué hors de l'organisme. L'augmentation de la quantité de CO2 dans le sang stimule les centres respiratoires et augmente la ventilation pulmonaire. Cela accroît l'élimination du dioxyde de carbone et facilite la liaison de ces ions H+ au bicarbonate. Ce mécanisme permet une diminution des ions H+ et un retour normal de l'acidité. On comprend pourquoi, lors d'un exercice progressivement croissant, la ventilation augmente d'abord proportionnellement à l'intensité de l'effort, puis s'accroît brusquement. L'augmentation brusque et disproportionnée, appelée seuil ventilatoire, augmentation disproportionnée par rapport aux besoins en dioxygène, est essentiellement destinée à éliminer le CO2 en excès pour tamponner l'acidose. Ce seuil ventilatoire peut être utilisé comme méthode pour déterminer le fameux seuil lactique. Bien que réhabilité, beaucoup de confusion entoure encore l'acide lactique et le type de filière sollicité.
Dans cette partie 1, nous avons fait sauter certaines croyances qui ont la vie dure. Nous avons clarifié les mécanismes mis en jeu. Fort de cette base théorique, je vous invite dans la partie 2 à passer au concret. Que se produit-il sur un marathon, lors de l'ascension d'un col, sur un 3000 mètres steeple, un 200 mètres nage libre, un 400 mètres? Je vous invite aussi à comprendre les méthodes d'entraînement permettant d'optimiser ces filières. À bientôt.